Nous remercions tous les orateurs qui ont accepté de passer du temps pour venir nous présenter ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Et la première personne que nous accueillons est Yves Tirode, qui est en ligne, qui est du groupe BPCE. Alors, je vais vous dresser très rapidement le parcours de Monsieur Tirode pour que nous puissions d'ensemble sur sa trajectoire. Et donc, Monsieur Tirode va nous parler justement, de dresser un panorama et les mutations que connaissent le monde de la banque et de l'assurance, avec un focus en particulier sur un sujet autour de la fraude qu'il va vous détailler juste après. Donc Yves Tirode est actuellement directeur général en charge de l'innovation, de la data, du digital, de l'activité paiement et président de Honeybank. Il est diplômé de l'ENST, l'École nationale supérieure de télécom. Alors, je ne sais pas si c'est Brest ou Paris, mais Yves nous le dira. Il a débuté sa carrière en 1991 chez France Télécom, devenu Orange, où il a exercé différentes fonctions. Tout d'abord, responsable technique de l'activité Paging Tattoo, à l'époque, ouais, c'était le tattoo, directeur marketing solutions et mobilité entreprise, directeur général de Mobile Internet for Business, directeur de programme Wi-Fi, directeur marketing des services de données mobiles, directeur de la Business Unit Data de 2003 à 2005 et directeur exécutif du Technocentre de 2006 à 2011. Il est membre du comité exécutif de l'EPIC SNCF. Yves Tirode a été directeur général du groupe voyagesncf.com de 2011 à 2014, puis directeur général du digital de la SNCF de 2014 à 2016. Depuis octobre 2016, Yves Tirode est membre du comité de direction générale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne en qualité de directeur général en charge du digital du groupe. Et Dieu sait s'il y a du travail sur cette question. Puis, à partir de 2019, il élargit son périmètre en supervisant également la data, puis l'innovation en octobre 2020, devenant ainsi directeur général en charge de l'innovation, de la data et du digital. Vous voyez à quel point il match parfaitement avec les questions qu'on va se partager aujourd'hui. Il se situe vraiment véritablement sur les questions d'innovation qui nous intéressent aujourd'hui. Yves, on vous laisse la parole, si vous voulez bien. Bien sûr, merci beaucoup Jean-Marc. Je suis extrêmement flatté d'abord de faire cette introduction. J'ai toujours, dans mon parcours, été dans l'innovation et j'ai toujours été dans une innovation proche du business. Et je l'ai beaucoup fait au début parce que j'ai commencé ma carrière dans le GSM. Et ce que je trouvais toujours extraordinaire, c'est quand on pouvait faire des passerelles entre la R&D et les usages pour les clients et bien entendu la transformation en valeur sonnante et trébuchante. Voilà, donc je pense que les passerelles entre les mondes, c'est quelque chose d'absolument clé. Et j'ai essayé, moi, dans ma vie professionnelle, en tout cas, j'ai eu cette grande chance de pouvoir travailler dans différents secteurs d'activité. Et c'est pour ça que l'ouverture, les échanges, c'est quelque chose d'absolument clé. Donc, c'est pour ça que je salue votre initiative Valconum. Je pense que c'est à travers ce type d'échange que nous créons de la valeur. Et il me semble que cette initiative qui croît d'année en année est extrêmement favorable pour l'industrie française. Alors, en effet, moi, mes responsabilités sont dans une banque qui est la deuxième banque de détail française, les banques populaires et les caisses d'épargne, mais aussi Natixis, qui est une banque de grande clientèle. Et je voudrais peut-être vous dire un peu la manière dont je vois les choses. Encore une fois, c'est ma perception, elle est évidemment critiquable et je suis sûr que vous aurez tout le loisir de la challenger. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous amène à une grande humilité. Les choses vont tellement vite, le nombre d'acteurs sont tellement importants que je pense que l'humilité est de mise. Donc moi, je vais peut-être commencer par peut-être vous faire un petit panorama de ce que je vois et ensuite, il y a un certain nombre de questions que nous nous posons avec mon équipe de direction que j'aimerais bien partager avec vous parce que vos retours nous seraient d'une grande aide. Alors, pour commencer sur l'évolution de l'environnement bancaire. D'abord,
il y a clairement une accélération très forte avec la crise sanitaire. Nous avons vu dans l'adoption des usages par nos clients, il y avait le avant la crise sanitaire et l'après la crise sanitaire. Ce qui est assez notable, c'est que les banques, globalement, ont commencé à investir très fortement dans le digital il y a, on va dire, je dirais il y a 5 ans. Et les investissements globalement pour les banques, c'est le cas en tout cas pour BPCE, les banques populaires et les caisses d'épargne, ont été vraiment les bienvenus depuis 2 ans. On voit depuis 2 ans quasiment une multiplication par 2 des usages de nos clients. Et aujourd'hui, on a de l'ordre de 80% de nos clients bancarisés principaux qui sont utilisateurs très fréquents de notre banque en ligne. Aujourd'hui, la banque en ligne de BPCE, c'est 10 millions de clients qui se connectent par mois. C'est 15 millions de clients au total qui se connectent. Et c'est un usage très important puisque les clients qui se connectent à notre banque en ligne, c'est de l'ordre de 20 connexions par mois. Donc, c'est un usage extrêmement important. Tout ça avec des soucis de sécurité très forts. Et évidemment, ça place les banques aujourd'hui comme des grands carrefours d'audience. Une audience un peu particulière parce que c'est une audience hyper sécurisée, avec une authentification forte. Mais bon, c'est quelque chose qui est peu connu. Du reste, je pense qu'aucun de mes confrères banquiers n'ont envie forcément de faire de la communication sur le fait que nous soyons peut-être dans le top 10 les uns et les autres de l'audience des grandes audiences françaises. Mais en tout cas, c'est la réalité. Alors, autre point que je voulais partager avec vous, c'est l'innovation. Je ne sais pas, j'imagine que comme vous êtes tous des gens très avertis, vous partagerez ce chiffre avec moi, mais moi, je suis quand même extrêmement étonné quand je vois le montant des investissements dans les fintechs au niveau mondial. Plusieurs chiffres circulent. Celui qui fait foi, c'est que 20% de l'investissement mondial en matière de tech vont dans les fintechs. 20%, c'est probablement 4 à 5 fois plus que l'investissement qui se fait dans les telcos. Donc, les fintechs, c'est en tout cas considéré par les investisseurs, le private equity, les fonds d'investissement, comme un élément majeur de l'innovation mondiale. Alors, quels sont les grands sujets qui sont évidemment considérés par les investisseurs et par nous? Bon, il y a d'abord tout le domaine des paiements. Le domaine des paiements ne cesse d'évoluer et il a déjà beaucoup évolué, continuera d'évoluer énormément. Il y a un chiffre, moi, qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'avec la crise sanitaire, en tout cas chez BPCE, on pèse à peu près 20% des paiements français. Nous, nos chiffres, je vous les donne à vous, je les ai jamais donnés officiellement, mais je vous fais confiance. Nous sommes passés de 20% des paiements par nos clients en sans contact à 60%. 60% des paiements en France aujourd'hui, en nombre de transactions, se font sans contact. On a fait x3 en 18 mois. Et ça, c'est une évolution qui est absolument incroyable parce que c'est une évolution qui est pérenne. Je ne pense pas qu'il y aura marche arrière. Ce sont des innovations qui se crantent et quand elles se crantent, eh bien, c'est un acquis pour les consommateurs et les clients. Alors, l'autre point, donc sur le paiement, clairement, il y a des évolutions permanentes. Il y a des choses qui sont aujourd'hui on va dire, des sources de grande compétition. Et par exemple, le buy now, pay later, le paiement fractionné, qui a vu l'objet de levées de fonds absolument considérables. C'est un sujet que moi je suis de près parce que en tant que président de nos banques, nous sommes aujourd'hui le premier acteur. C'est une joint venture entre BPCE et le groupe Auchan, la famille Muliez. Et en fait, nous sommes le premier du paiement fractionné en France et nous sommes confrontés à des compétiteurs de très grande taille comme Klarna, Affirm, Alma, des gens qui ont levé des dizaines de milliards de dollars dans les 18 mois derniers.
L'autre sujet, à mon avis, qui est très spécifique à ce que nous voyons, c'est l'open banking. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous voyons que l'innovation dans la banque, elle est quand même hyper liée à la réglementation. Or, la réglementation américaine, la réglementation chinoise ou la réglementation européenne sont très différentes. Et il me semble que on ne peut pas ne pas considérer la réglementation dans les logiques d'innovation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un continent, l'Europe, qui a inventé l'open banking. Ça vient de la directive des services de paiement, qui a été quelque chose de très spécifique. Et aujourd'hui, on voit l'open banking, l'ouverture des banques avec des API, devenir une réalité, et ça va créer un nouveau business. Et puis, dernier sujet qui me semble très, très important en termes de tendance, c'est évidemment tout ce qui est autour des crypto-monnaies, le passage globalement du Web 2. Moi, j'ai toujours été un acteur du Web 2 quand j'avais fait de la Livebox au Wi-Fi, jusqu'à voyagesncf.com, jusqu'à la banque en ligne. Là, je vois le Web 3 arriver et le Web 3 va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et la monnaie des Web 3, ce sont les crypto-monnaies. Alors, tous ces sujets-là nous amènent, parce que je fais partie de deux on va dire, comités transverses bancaires. D'abord, je fais partie de l'International Institute of Finance, c'est l'association de toutes les banques mondiales, et nous avons un board numérique et au board digital, et je suis membre du conseil d'administration de ce board. Donc, l'ensemble des questions que je vais vous poser sont des questions que nous nous posons au niveau mondial. Et puis, je suis aussi président de la commission digitale de la Fédération française bancaire. Donc, tout ça pour vous dire que c'est les sujets que je vais vous poser maintenant, les interrogations que je voudrais partager avec vous sont aussi des interrogations que nous partageons tant au niveau de l'AIF qu'au niveau de la Fédération française bancaire. Alors, il y avait 3 sujets auxquels je vais rajouter un 4e sujet, qui sont des points qui reviennent en permanence dans nos discussions entre nous et les discussions que j'ai avec mes pairs. Alors, le premier, c'est vraiment cette dualité droit, réglementation et innovation technologique. Ce que nous avons vu pendant les 20 dernières années du Web 2, c'est que des grands acteurs se sont créés, des monopoles se sont créés. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez mieux que moi, ou aussi bien que moi au minimum. Mais ils se sont créés parce que, en fait, la technologie a toujours été plus vite et plus rapide que le droit. Ce qui était complètement différent de ce que nous avions vécu durant pour l'industrie du XXe siècle. Et ça, c'est un sujet, à mon avis, très important. Si le droit est toujours en retard par rapport aux évolutions technologiques, c'est embêtant parce que ça crée fatalement des zones de non-droit et ça crée probablement des environnements plus proches du Far West qu'autre chose, et ça crée des environnements dans lesquels, évidemment, le consommateur, le citoyen ne sont pas protégés, en tout cas pas protégés par le système qui avait été classique, qui était le système du droit. Donc, je pense qu'il y a un sujet sur lequel moi j'aimerais bien, je pense que ça serait intéressant que nous nous penchions, c'est comment pouvons-nous faire pour essayer progressivement de limiter ce gap entre le législateur, les textes de loi et les évolutions technologiques. Alors, il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs choses qui sont aujourd'hui il y a plusieurs concepts qui sont partagés et qui sont, à mon avis, intéressants. C'est, on part vous savez, soit on doit réguler sur des secteurs d'activité. Par exemple, on régule la banque, on régule les transports, on régule les télécoms, on régule, voilà, c'est le premier sujet. Soit on ne régule plus uniquement des secteurs verticaux, mais on essaye de réguler et aussi de penser à des textes de loi, non pas sur des secteurs d'activité, mais sur des acteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'enterprise-based regulation versus l'activity-based regulation. Et l'enterprise-based regulation, c'est par exemple réguler un grand acteur monopolistique du digital en tant que tel, hein, sans se poser la question de
de son secteur d'activité. Donc c'est un sujet, à mon avis, premier sujet, qui est à mon avis sur lequel avoir votre réflexion serait intéressante. La deuxième, c'est celle autour de la fraude. La fraude au paiement aujourd'hui est un sujet majeur. C'est un sujet majeur parce que, évidemment, une industrie s'est créée, qui est une industrie très organisée, sur la fraude. Et ce que nous voyons, c'est que même si nous mettons en œuvre des technologies de plus en plus fiables, de plus en plus sûres, eh bien, la fraude, elle va vers autre chose. Elle va vers ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, où globalement, les sujets l'authentification forte que nous mettons en place, ces sujets-là sont extrêmement fiables. Par contre, ce qui ne l'est moins, ce sont les clients qui se font approcher directement par des fraudeurs, qui donnent l'ensemble de leur code, parce que les fraudeurs se font passer pour des représentants des impôts, de l'État ou que sais-je, et les gens se font avoir. Donc là, on a une question aussi qui pourrait être technologique. Comment, quand on a comment fait-on? Est-ce que c'est un système, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de communication? Je pense que ça suffira pas, mais voilà, comment cette ingénierie sociale qui est qui en fait que les personnes les plus vulnérables se font usurper leurs données et à la fin se font frauder. Comment on arrive à régler ce sujet qui est un sujet de société grave? Troisième sujet sur lequel nous nous posons, nous, en permanence, énormément de questions, c'est l'identité numérique. Aujourd'hui, l'identité numérique, c'est une identité qui n'est pas régalienne. C'est une identité qui est, en fait, qui se développe par secteur d'activité. Nous avons une identité numérique pour nos clients qui se connectent et nous faisons même une authentification forte. Nous investissons beaucoup d'argent du côté du secteur bancaire. Mais néanmoins, on peut se poser une question. C'est que pour le consommateur, pour le citoyen, est-ce que c'est exactement ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut avoir une identité quand il va dans sa banque, une identité quand il va payer ses impôts, une identité quand il va payer ses factures EDF, etc., etc. Voire une identité quand il va sur les réseaux sociaux. Est-ce que la fédération de ces identités n'est pas un sujet régalien très important qui doit être traité? Et là, je fais le lien, et ça c'est une question que je vous pose parce que on voit bien depuis plusieurs années que créer une identité régalienne numérique, même si les choses accélèrent, c'est compliqué. Et le sujet a du mal à accoucher. Ce serait bien de comprendre pourquoi il a tant de mal à accoucher. Et je le lis à la quatrième question que je me pose, dont je n'avais pas parlé avec Jean-Marc, mais je l'ai rajouté parce que depuis que nous étions parlé avec Jean-Marc Auger, un sujet, moi, m'interpelle de plus en plus. Le Web 3 est en train d'apparaître. On voit bien que le Web 2 est en train de devenir mature et du reste sera probablement de plus en plus régulé et de plus en plus contrôlé. Et c'est très très bien avec les différents textes de loi qui se préparent sur la data, en intégrant évidemment toutes les réflexions que je vous ai faites précédemment. Mais le Web 3 arrive et il devient massif. Plusieurs chiffres circulent. Est-ce que 600 millions d'utilisateurs, dans le Web 3, il y a déjà 600 millions d'utilisateurs dans le monde? Les chiffres qu'on voit, bon, donc le Web 3, c'est les métavers, c'est les cryptos, c'est tout ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura des banques ou pas dans le Web 3? Les banques ont survécu à plusieurs millénaires. Elles ont été inventées il y a très longtemps. Elles ont survécu à tous les évolutions de modèles économiques. Elles sont au cœur de la société. Est-ce qu'il y aura encore des banques ou pas dans le Web 3? Et si oui, elles seront comment, selon vous? Voilà, c'est une question que je me pose parce que on voit bien que la monnaie du Web 3, c'est clairement les cryptos. Mais il y aura fatalement un lien entre ces métavers, ces mondes virtuels et le monde réel. Voilà, comment tout ça va pouvoir s'articuler en évitant les mêmes, je dirais les mêmes sujets problématiques de protection des citoyens et des utilisateurs, des consommateurs. Voilà, c'était les 3 questions. Retard du droit sur la technologie, fraude au paiement qui va de plus en plus vers de l'ingénierie sociale,
en attaquant les personnes les plus vulnérables. L'identité numérique régalienne versus l'identité verticale. Est-ce que tout ça doit converger ou pas? Et puis le dernier point, question plus vraiment très prospective. Y aura-t-il des banques ou pas? Et si oui, quel type de banque dans le Web 3? Et comment se feront les liens entre le Web 2 et le Web 3 dans le domaine de la monnaie et des services financiers? Merci beaucoup Yves, bravo pour cette intervention. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Alors, vous posez un grand nombre de questions. On va essayer d'avoir un petit échange avec la salle et puis on va faire mûrir toutes ces questions. On se rend compte au travers de votre exposé qu'on ne s'est pas trop trompé sur la programmation de la journée au regard des thématiques que vous venez d'aborder. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle de personnes qui souhaiteraient dire un mot ou questionner Yves sur sa présentation? Moi, j'aurais une question pour commencer. Je partage complètement votre analyse sur la nécessité de créer des interactions entre le droit et le numérique pour éviter qu'on se retrouve confronté tout le temps à la même situation du droit qui court après le numérique. Je voulais vous poser la question du positionnement législatif français, européen, versus celui qu'on peut trouver en Chine et aux États-Unis. Vous l'évoquiez, hein, les cadres législatifs sont très différents. Pour être allé plusieurs fois en Chine avec les collègues chercheurs, on se rend compte que l'éthique, la propriété de la vie privée, toutes ces questions qui sont des valeurs européennes ne sont pas partout respectées dans le monde. Et donc, la question, quand on est sur des problématiques d'innovation, de recherche, développement et de compétitivité des organisations, comment, dans un cadre qui est celui de l'Europe et de la France, qui s'appuie sur des valeurs fortes, des valeurs humanistes, on arrive à rester compétitif dans les processus d'innovation par rapport à un certain nombre de pays qui ne sont pas du tout sur ces mêmes valeurs et qui, pour le coup, grâce au fait qu'ils ne sont pas sur ces mêmes valeurs, bénéficient d'échantillons d'apprentissage énormes dans les processus de machine learning, notamment, dont on peut moins bénéficier lorsqu'on se situe dans nos pays. Comment organiser les choses pour rester compétitif dans ces écosystèmes? Alors ça, la question, elle est vraiment passionnante parce que je vais y aller, mais peut-être en partageant d'abord une conviction forte que j'ai sur la fragmentation de l'Internet. Il me semble que l'Internet, le Web 2, il s'est créé en considérant que the world is flat. Vous vous rappelez de cette fameuse expression. Pas the world is not flat. Un Américain n'est pas un Chinois. Un Chinois n'est pas un Européen. Les systèmes démocratiques ne sont pas les mêmes. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Et nous sommes différents. Notre histoire n'est pas la même. Je pense que c'est un point important. On le voit à travers, en tout cas dans le IIF, il y a un truc qui revient systématiquement. C'est RGPD ou GDPR. Ça revient systématiquement. L'Europe a été pionnière en la matière parce que les données personnelles, le fait que les données appartiennent, soient la propriété du citoyen, est un sujet. Alors, s'il y a des sujets vraiment de convergence ou ça fait partie vraiment, il n'y a pas de débat en Europe sur ce sujet-là. Ce débat, il existe aux États-Unis parce que quand vous rentrez dans un magasin, quand vous rentrez dans un site de e-commerce, les data, elles n'appartiennent pas aux consommateurs, elles appartiennent aux marchands. Et c'est un problème de fond. Et parfois, ça crée des incompréhensions fortes entre nous. Et puis en Chine, j'ai l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste de la Chine du tout, hein, mais que je parle avec mes homologues chinois, que les data, elles appartiennent plutôt au Parti communiste. Donc, voilà, c'est quand même trois sujets quand même très, très différents, quoi. Les data sources, les data personnelles, qui sont les sujets les plus sensibles, sur les trois continents, on a des perceptions assez différentes. Alors, évidemment, en Californie, les gens se posent la question de mettre en place GDPR. Mais même s'ils le mettent en place, ça sera assez différent de la manière dont on va le faire. Donc, la base qui est la data, déjà, culturellement, on n'est pas d'accord. C'est pour ça que je vois pas comment on peut construire un même monde quand la base même, la même culturelle, est aussi différente. Alors, si vous allez vers l'intelligence artificielle, ça pose même d'autres questions parce que, vous le savez, il y a des questions, il y a des réflexions au niveau de la Commission européenne
sur le fait que les algorithmes eux-mêmes soient, alors je ne sais pas s'il faut dire régulés, mais on voit bien qu'il y a différentes classes d'algorithmes. Et la transparence des algorithmes devient un sujet aussi important pour l'Europe. Est-ce que ce sujet de transparence des algorithmes est le même sujet aux États-Unis ou en Chine? Je ne pense pas. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle que nous voulons faire, à partir du moment où on considère que ça doit être transparent, ça change pas mal la donne. Nous, on travaille beaucoup là-dessus parce que chez BPCE, on considère que l'éthique, c'est un sujet majeur. Nous, revendre les datas de nos clients, c'est une chose qui n'est pas imaginable. Et la transparence, c'est un sujet important. Quand vous faites du machine learning, c'est pas évident voilà, la transparence et l'explicabilité des modèles en machine learning, c'est pas évident. En tout cas, c'est ce que me disent mes experts d'intelligence artificielle. Et du reste, c'est une réflexion que nous avons eue aussi avec Polytechnique, parce que nous avons une chaire avec eux. Et c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, est-ce que c'est, voilà. Donc, suivant l'endroit du monde, vous aurez de la transparence sur les algorithmes ou de l'explicabilité, et vous n'en aurez pas ailleurs. On parle pas des mêmes choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai dit éveille en vous un certain nombre de réflexions, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais je pense que c'est un sujet majeur. Voilà. Donc, moi, il me semble que on est en train de voir quasiment en temps réel cette fragmentation de l'Internet. En tout cas, du Web 2. Le Web 3, j'en sais rien. Il n'est pas impossible que dans le Web 3, on repart dans The World is Flat. C'est pas impossible. C'est une question du reste, à mon avis, assez intéressante. Non, parce que tout ce qui est autour des blockchains, etc., fait que on veut pas d'intermédiaire, on veut pas de tiers de confiance, on considère que c'est pas nécessaire. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'étais un peu long, mais moi je pense que dans le Web 2, la fragmentation des mondes, elle est en train de s'opérer par la réglementation. Voilà, qui nous amène à bien réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons et l'avenir collectif auquel nous allons être confrontés. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je sais que Yves était un peu pressé par le temps aussi de son côté. Bon, ça n'est pas le cas. Écoutez, en tout cas, merci Yves. On sait que vous étiez un peu coincé dans l'agenda pour la matinée. On vous remercie vivement de votre intervention qui nous ouvre l'esprit pour la suite de la journée.